menaces de Poutine. Il menace nos forces. Pour lui, des cibles légitimes en cas d'interventions étrangères en Ukraine. À quel point faut-il prendre ces menaces, ces intimidations au sérieux et comment s'y prendrait-il pour nous toucher nos soldats? Et ces menaces, et si elles étaient efficaces? Et si elles parvenaient à décourager ceux qui doutent encore, faut-il reculer face à ces mots? Et puis, s'il parvenait à décourager celui qui est peut-être déjà en train de nous lâcher, Donald Trump, vous verrez dans un instant qu'il ferme les vannes de l'aide militaire aux pays baltes. En tout cas, Vladimir Poutine a tenu à répondre en personne aux 26 qui ont dit hier « Nous sommes prêts ». Regardez. Quant à la présence éventuelle de contingents militaires en Ukraine, c'est l'une des causes profondes de l'implication de l'Ukraine dans l'OTAN. Par conséquent, si les troupes occidentales mettent les pieds en Ukraine pendant les hostilités, nous partirons du principe qu'elles seront des cibles légitimes. Исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. Qui dit ces dernières heures, ces militaires devraient se compter en milliers, c'est un fait. Regardez. Encore une fois, je ne parlerai pas de chiffres, mais il est important que nous en discutions. Certes, ce ne seront certainement pas des chiffres à un seul chiffre, mais des milliers. C'est un fait. Mais il est encore un peu tôt pour en parler. Direction, sans tarder, l'Ukraine pour vous retrouver. Ma Barrier, vous êtes sur place avec Vincent Wartner. Merci beaucoup à tous les deux. On vient d'entendre les mots de Volodymyr Zelensky. Craint-il que cette fois les mots de Poutine, craint-on du côté de Kiev que cette fois les mots de Poutine finissent par décourager ceux qui doutent, ceux qui ont peur? Écoutez, ici, les Ukrainiens ne sont pas surpris par ces propos. Ce n'est pas la première fois qu'ils entendent Vladimir Poutine dire que selon lui, c'est intolérable d'avoir des troupes étrangères sur le sol ukrainien. En fait, et s'ils y croyaient à ces garanties de sécurité, puisque c'est ça aussi qui est la question ici, si seulement cela devait arriver, ils pensent surtout que les Européens vont surtout dépendre du bon vouloir de Donald Trump. Ici, les Ukrainiens sont donc plutôt suspendus aux lèvres du président américain qu'à celle de Vladimir Poutine en Russie. Et puis, comme je vous le disais, les soldats ici, ils ont du mal déjà à parler concrètement de ces garanties de sécurité, puisque cela voudrait dire qu'un accord de paix aurait été trouvé au préalable avec la Russie. Et de ce qui nous remonte du front dans le Donbass, les soldats, vraiment, ils n'y croient pas, ils sont dans le concret, eux, ils se battent, ils demandent un renforcement des moyens, ils demandent des munitions, des drones pour continuer à se battre intensément jusqu'à novembre. C'est ce qu'ils prévoient, puisque les troupes russes continuent de s'amasser là-bas. C'est pour vous dire vraiment à quel point les garanties de sécurité, c'est pas du tout au centre de l'actualité ici. Pour vous dire enfin une dernière chose, dans la presse locale, ici, on parle plutôt de ces sanctions économiques qui ont été évoquées par les Européens. C'est là-dessus que les yeux sont plus rivés contre la Russie, puisque bien selon eux, ce serait une piste plus envisageable, ou en tout cas qui leur donne plus d'espoir que de continuer à suivre ces réactions à l'international sur les garanties de sécurité et les troupes étrangères qui pourraient être déployées ici sur le sol ukrainien. Il le dit dans son interview exceptionnelle qui a été accordée au Point, sans les États-Unis, si je devais résumer, tout ça ne tient pas. Et le chancelier allemand dit à peu près la même chose. La question est de faire en sorte que Poutine ne recommence pas la guerre. Ce sont deux garanties de sécurité totalement différentes. Et donc, pour que le Poutine ne relance pas une guerre, l'Europe seule ne suffit pas. Il faut une alliance entre l'Europe et les États-Unis. Nous dépendons de l'aide américaine. Nous voyons que la Chine, le Brésil et d'autres pays du monde se sentent libres dans leurs relations avec la Russie. Un nouveau partenariat apparaît sous la forme du format dit de Shanghai. Je dois avouer que je suis préoccupé par le fait qu'en tant qu'Européens, nous ne pouvons pas actuellement jouer le rôle que nous aimerions réellement jouer, que nous devrions jouer pour garantir nos intérêts. À vous, Justine Jankowski. Merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis Washington. De quelle mesure, selon vous, ces propos sont de nature à impressionner Donald Trump ? En tout cas, si Donald Trump est impressionné, il ne laisse rien paraître. Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne l'admettra jamais publiquement. Mais on sent que à chaque fois que les journalistes américains lui demandent pourquoi vous n'imposez pas des sanctions plus strictes sur la Russie, il répond toujours sur la défensive. Il dit qu'il sanctionne l'Inde, la Chine, et donc c'est une manière indirecte de punir la Russie. On sent aussi, surtout, sa frustration grandissante, son pessimisme quant à l'issue du
du conflit. Alors, il est loin d'avoir quitté le navire. On a vu qu'il avait participé au téléphone à la réunion de la coalition hier, mais c'était surtout en fait pour mettre la pression sur les Européens en disant qu'il fallait qu'ils mettent la pression sur la Chine pour miner indirectement la Russie. C'était surtout ça le ton de son message. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on lisait ce matin dans CNN que finalement aujourd'hui, Donald Trump et Vladimir Poutine semblent être à peu près sur le même ton, sur la même ligne, c'est-à-dire de remettre la responsabilité sur l'Europe. Merci infiniment, Justine Jankowski. Vous vous dites tendu, houleux, selon Axios qui rapporte les coulisses de ce coup de fil. On est jeudi, 14h en heure de Paris. Il y a une trentaine de nations qui font partie de la coalition des volontaires. Il y a un échange téléphonique articulé principalement entre deux hommes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump. Et ça se passe mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a un transfert de responsabilité lorsqu'on constate un échec, celui des Américains, à mettre la pression sur les Russes pour qu'ils avancent en direction de la table des négociations. Et là, vous avez cet homme, Steve Witkoff, qui est présent à Paris, qui a vu ceux qui sont présents, les chefs d'État et de gouvernement, réunis autour d'Emmanuel Macron, qui conjointement avec le Premier ministre britannique Keir Starmer est à la tête de la coalition des volontaires. Steve Witkoff, il accuse les Européens d'être finalement ceux qui empêchent, qui bloquent, en disant « vous achetez du pétrole russe via l'Inde ». C'est en partie vrai, mais pas certain que ce soit pour cela que les Russes, franchement pas certain du tout que ce soit pour cela qu'ils ne viennent pas à la table des négociations. Ça c'est l'acte 1 et un acte 2. Effectivement, et Donald Trump, eh bien, qui lui est à Washington au bout du fil, qui renchérit après ce qu'a dit son émissaire Steve Witkoff, qui dit l'Europe, vous achetez du pétrole russe et en cela, vous aidez la machine de guerre russe. En clair, il faut comprendre finalement cet échec à faire venir Vladimir Poutine à la table des négociations afin qu'il rencontre directement Volodymyr Zelensky, c'est de votre faute à vous les Européens. Et l'acte 3 que je promettais ? Avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qui essaye d'arguer avec des faits, avec du sérieux, en disant les importations de pétrole russe, c'est factuel, ont été massivement réduites sur notre continent. On va peut-être voir les chiffres qui démontrent quelle réalité derrière voilà, ce mot. Quelle réalité. On est passé, vous le voyez, de 113 millions de tonnes en 2021 à 13 millions de tonnes. En l'occurrence, il y a deux pays européens qui sont exemptés. Lesquels ? Des copains de Donald Trump. Pardon pour la familiarité, mais on parle de Viktor Orban, le Hongrois, et Robert Fico, le Slovaque. Devinez où est Robert Fico aujourd'hui, vendredi ? Il est à Kiev. Il rencontre en ce moment même, il n'est pas à Kiev d'ailleurs, il est dans l'ouest, à Oujgorod, où il rencontre Volodymyr Zelensky. Le pétrole, ça va faire partie du sujet. Là, et je termine par là, où il y a un problème, c'est que quand les Européens leur demandent d'arrêter ces importations de pétrole, rappelez-vous ce que Donald Trump a dit à Volodymyr Zelensky après que les Ukrainiens aient ciblé l'oléoduc qui ramène du pétrole de Russie en direction de la Hongrie et de la Slovaquie. Donald Trump a envoyé une lettre à Viktor Orban en disant « Je suis très en colère, tu es mon ami Viktor, dis-le au Slovaque Robert Fico ». Merci beaucoup Gallagher. On y retourne sur le plateau et à la